Il fait encore assez froid et il a bien gelé la nuit dernière. La période hivernale n'est pas encore terminée, mais le printemps arrive. Donc, il faut commencer à travailler dans le jardin. Et aujourd'hui, je vais faire deux choses ici dans mon petit jardin au milieu des champs de Flandre. Primo, il y a beaucoup de travail d'élagage. Et secundo, le jardinage circulaire. Oui, c'est un concept très spécial. Nous en saurons plus à ce sujet tout à l'heure, mais d'abord, nous allons tailler. J'aime bien commencer ici contre la façade à ma porte d'entrée. Et ce rosier, il n'est pas là par hasard, c'est Compassion. Un rosier grimpant très parfumé. Il n'est pas ici par hasard, il accueille les gens tout l'été quand ils viennent sonner à la porte. Et ça, c'est un bonus. Maintenant, ce rosier grimpant doit être taillé. C'est un de ces rosiers qui ne dépasse pas 3 mètres de hauteur, mais c'est aussi le cas de la plupart des rosiers grimpants. Vous devez le tailler sur 3 bourgeons, c'est-à-dire on compte les bourgeons, et au-delà du 3e bourgeon, on opère une taille oblique, de sorte que la petite branche se détache. C'est assez simple en fait. Vous voyez ici, c'est déjà fait. 1, 2, 3... Et voilà comment on le taille. Et aussi celui-là, je compte les bourgeons. 1, 2, 3, et je taille. Et vous devriez voir, à partir de ces branches taillées, il pousse alors ceci, un bon demi-mètre ou même plus, et vous pouvez encore le voir au cynorhodon. C'est là que se trouvaient les fleurs. Donc, si vous taillez bien, vous aurez beaucoup de fleurs. Tailler fait fleurir. C'est un dicton qui fait toujours recette. Là aussi, 1, 2, 3, coupez. Coupez ceci. Il ne faut pas avoir peur. Tailler fait fleurir. Il faut toujours tailler un peu en biais pour que l'eau ne reste pas dessus. Hop. 1, 2, 3. Voilà, vous devez uniquement savoir compter jusqu'à 3. Donc, ce n'est pas difficile. Et ce rosier grimpant ici, nous faisons exactement la même chose en le taillant sur 2, 3 bourgeons, parce que sinon il devient vraiment trop grand. Vous devriez voir quelle pousse il avait l'année dernière, et je pense qu'un rosier devrait suivre un peu la forme d'une arche, donc il ne faut surtout pas négliger cela. Chaque fois que vous êtes au-dessus d'une pergola ou d'une arche, taillez fortement les rosiers. Voilà, et vous direz oui, cela aura l'air un peu dénudé plus tard, mais il suffit d'attendre 1 mois ou 2. Puis ce sera une mer de fleurs parfumées, vraiment. Je pense que les rosiers grimpants sont beaucoup trop peu utilisés. Il y a beaucoup de bons endroits pour les faire pousser, le long des façades, par-delà les arches, les pergolas, même dans certains endroits, comme couvre-sol, n'est-ce pas? Ce serait également possible. Oui, avec des rosiers grimpants plus petits, vous progressez le mieux, rien qu'avec le sécateur. Mais si le travail devient un peu plus pesant, ou si votre rosier grimpant est trop grand, il y a un autre moyen. Il suffit simplement de passer avec le taille-haie tout le long. Le rosier ne sera pas taillé exactement sur 2 ou 3 bourgeons, mais il le supportera. Donc simplement passer avec le taille-haie tout le long, jusqu'à 10 ou 20 cm des branches principales, et vous ne commettrez pas d'erreur. Regardez, je vais vous montrer. Donc, de cette façon, ce n'est pas si difficile. Le prochain que je veux traiter, c'est ce pied de vigne en façade ici. C'est un chasselas doré de Fontainebleau, un très bon raisin de table blanc et sucré. Et les pieds de vigne doivent être taillés à 2 reprises. Une fois au début du printemps et en hiver, et une seconde fois en plein été. La deuxième fois est vraiment une taille de feuillage. La première fois est la taille des fruits. Toutes les branches qui ont poussé l'année dernière, il faut les tailler à 3 bourgeons.
Il y a 2 chiffres à retenir avec un pied de vigne. Le chiffre 3 pour la taille d'hiver et le chiffre 7 pour la taille d'été. 7 feuilles. De cette façon, vous ne pourrez jamais vous tromper et ce pied de vigne restera en bonne forme. Et les bourgeons, on les voit très bien, regardez, 1, 2, 3, coupés. Les rameaux trop fins peuvent être enlevés complètement. C'est plus que suffisant, 1, 2, 3. Et c'est comme ça qu'on procède chaque année, en hiver ou après l'hiver, au moins avant que la sève ne commence à couler, parce que sinon il va saigner. Et en taillant comme ceci, il ne va pas créer une très grande masse de feuilles, ce qui est encore contrôlable en été, n'est-ce pas? Alors nous allons tailler à nouveau à 7 feuilles. Dans ce cas, on conserve un raisin de table équilibré qui va certainement bien se porter. Une fois que j'ai commencé à tailler, oui, arrêtez-moi parce que je trouve en fait que la taille est un travail assez agréable. Un messager pour le printemps. Et maintenant, mon abricotier, qui est une plante à floraison printanière par excellence. Et vous pouvez déjà le voir, les bourgeons sont en train de s'ouvrir. Vous pouvez déjà voir le blanc rosé des petites fleurs qui sont sur le point d'éclore. J'ai taillé celui-ci ces dernières années avec des branches qui s'étalent horizontalement et je ne le laisserai pas devenir beaucoup plus gros que ça. Une vingtaine d'abricots poussent ici chaque année, ça me suffit. Regardez, c'est une branche qui n'a pas de boutons floraux. Je la taille à 2 boutons. Celle-là est stérile, je l'enlève. Celle-là, il gêne l'autre, alors je l'enlève. Il reste une branche qui a beaucoup de fleurs parce que, vous voyez, la plupart des fleurs viennent sur ces branches courtes, n'est-ce pas? Celle-là aussi, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Une exception à toutes ces règles de taille est celle-ci. C'est le rosier grimpant Pyrotrois, le rosier vitaminé. Les cynorrhodons de ce rosier contiennent la plus grande quantité de vitamine C de tous les rosiers du monde. Pyrotrois. Rappelez-vous ce nom, pour un bon thé d'églantier. Celui-ci ne fleurit pas sur ce bois annuel, mais il fleurit sur du bois pluriannuel. Donc je ne vais pas le tailler en hauteur, il peut rester tel qu'il est. En dessous, je l'ai laissé nu ces dernières années parce que j'ai toujours besoin de pouvoir passer ici avec ma voiture. Après tout, c'est mon allée, non? Mais celui-là va être enlevé. Il est un peu dans le chemin et pour le reste, ici, tout ceci peut rester. Ce sera une mer de roses, de fleurs ouvertes, de fleurs simples et de cynorrhodons généreux qui contiennent d'énormes quantités de vitamine C. Oui, vous allez dire, il fait du bon travail en coupant ces branches épaisses. Mais ce que j'enlève, ce sont les branches fruitières de l'année dernière. Et ceci, c'est le mûrier du Japon. Et il faut le tailler comme ces mûriers sans épines que l'on voit dans le jardin. C'est-à-dire ne laisser que le nouveau bois et enlever tout le vieux bois. Oui, ce mûrier du Japon pousse ici contre ma clôture. J'ai donc gardé cette branche. Je vais la guider bien droite ici, vous voyez, je peux la faire passer comme ceci, et elle va former des branches latérales, et ce sera rempli de ces baies jaunes, oranges. Je ne les rentre pas à l'intérieur de ma maison, je les mange à chaque fois que je passe ici, c'est-à-dire plusieurs fois par jour. Je cueille, et hop. Et les oiseaux ne touchent pas parce que c'est un buisson avec beaucoup d'épines, c'est très savoureux. La clématite, oui, c'est une autre histoire. Lorsque vous plantez une clématite, vous devez faire particulièrement attention à ce qu'elle puisse s'attacher. Et elle le fait avec les tiges des feuilles qui s'enroulent autour d'un fil. Et pour faciliter les choses, j'ai tendu 3 fils. Un à un bon demi-mètre, un à 1 mètre et un à un bon mètre et demi, à 10 cm près. Mais ce sont les 3 fils qui permettent à la clématite de grimper. C'est tout ce dont elle a vraiment besoin. Lorsque vous fixez les fils, veillez à ce qu'ils soient détendus
Ils ne doivent pas être complètement tendus, car un fil trop tendu coupera les tiges de la clématite sous l'effet du vent. Et vous devez éviter cela. Donnez un peu de mou au fil. Pas tout à fait contre la clôture, un peu de distance, 1 centimètre ou 2 ou 3. Et puis, vous pouvez tailler cette clématite jusqu'au 1er ou 2e fil chaque année. Ici, je le fais jusqu'au 2e fil, car j'aime que mes clématites grandissent en hauteur. Et encore une fois, je dois pouvoir garer ma voiture à côté et ouvrir la portière sans problème. Et vous pouvez voir qu'elles commencent déjà à fleurir. Ces feuilles commencent déjà à s'ouvrir et là, elle a atteint le pommier d'ornement, donc oui, c'est très vigoureux. Assurez-vous également que le sol soit couvert, soit par un couvre-sol, soit vous allez protéger la base de la clématite par un arbuste, ou comme certaines personnes le font par une tuile. Mais je doute que ce soit vraiment la bonne méthode. Mais un simple couvre-sol, une pervenche comme ici, c'est parfait. Ou plantez-la avec son pied à l'ombre. Regardez, je suis simplement le fil et tout ce qui dépasse, je le coupe. Rien n'est plus facile. Oui, et là, elle est partout dans mon pommier. Et elle pourra refaire le même tour l'année prochaine. De cet hortensia grimpant, j'ai fait un petit arbre. J'ai taillé tout ce qu'il y avait ici en bas, année après année, jusqu'à ce que j'ai un beau tronc. Et puis à partir de là, je l'ai laissé s'ouvrir pour couvrir un peu le coin du garage. Et regardez, c'est un endroit pour les nids d'oiseaux, n'est-ce pas? Chaque année, j'ai un couple de pigeons ramiers ici. Mes propres pigeons à l'état sauvage. Mais tout ce qui apparaît ici, ce sont des pousses d'1 an de l'année dernière, je les enlève. Parce que si on ne fait pas ça, cela ne marche tout simplement plus dans 2 ans. Vous devez voir comment ces racines adhésives s'accrochent. C'est comme le lierre. Ici aussi, contre le mur, vous voyez, cela s'incruste et vous devez vraiment le faire chaque année, si vous ne voulez pas que cela se développe dans le bas. Dans les grands jardins, il est possible d'utiliser un hortensia grimpant comme couvre-sol. Il va vraiment couvrir une grande surface et ces belles inflorescences blanches, en ombelles, apparaissent par-dessus. Les personnes qui ont un grand jardin devraient donc absolument essayer. Vous pouvez couvrir une surface de 10-20 mètres carrés avec une seule plante. Maintenant, que faites-vous de tous ces déchets de taille? Eh bien, les déchets de taille qui sont plus fins qu'un demi-centimètre, comme ceux de cet hortensia grimpant ou comme ces déchets de clématite, le mieux est de les déposer sur le tas de compost. Vous pouvez les utiliser comme couche brune entre les déchets de cuisine ou les déchets verts du jardin. Cela rendra le tas de compost plus aéré et le compostage sera meilleur. Donc ceci sera acheminé tout à l'heure dans le fond. Tout ce qui est plus épais ou tout ce qui comporte des épines qui pourraient vous gêner pendant le traitement du compost, oui, cela va dans le broyeur chez moi et je l'utilise comme couvre-sol dans le jardin. Voilà ce qu'est le jardinage circulaire. Rien ne sort, tout reste en place. Le 2e ou 3e mois de l'année, c'est le moment de tailler les graminées. Et ce miscanthus doit y passer maintenant, car regardez, les feuilles commencent déjà à tomber. Les nouvelles tiges vont bientôt apparaître, alors je vais le tailler maintenant, et je le fais très facilement, mécaniquement. D'abord juste à mi-hauteur. Ceci aussi est naturellement destiné au tas de compost tout à l'heure.
et je la remettrai en forme en la taillant un peu plus bas sur le côté. Pour qu'elle forme une boule. Et regardez, vous pouvez voir ces nouvelles tiges apparaître discrètement ici. Oui, pourquoi ne pas le faire en automne? Eh bien, tout l'hiver, ce buisson a hébergé des petites bestioles, des araignées, des coléoptères. Ils vont hiberner ici, et c'est bien, n'est-ce pas? Ce sont vos aides dans le jardin. Je vais vous apprendre quelque chose sur une forme très particulière de jardinage circulaire. On le sait déjà, dans le jardinage circulaire, le bois de taille reste dans le jardin sous forme de rognures, de déchets de taille de haies, de déchets de taille de graminées qui sont déposés sur le tas de compost pour aérer le compost. Mais ceci, c'est encore un autre genre. En effet, je vais remplacer la terre de la serre, qui est complètement épuisée après 3 ans de culture de tomates, par de la terre provenant du poulailler. La terre de la serre, du moins la couche supérieure, ira dans le poulailler et la terre du poulailler ira dans la serre à la fin de l'hiver. Et puis en été, il n'y a pas de risque de brûler les racines des tomates parce que le fumier de poule n'est plus frais. Celui-ci y est resté pendant 3 ans au total, c'est-à-dire depuis que mes poules se promènent ici et nous allons l'utiliser pour remplir ce vide ici. Voilà, avec cette terre, je vais bientôt remplir le dernier trou que je fais. Et maintenant, je peux commencer à amener la terre richement fertilisée des poules dans la serre, de l'arrière vers l'avant. Avantage pour les poules, elles disposeront d'un très bon sol aéré pour picorer et déambuler en plein air, ce qui en fera des poules heureuses qui pondront de beaux œufs. Me voici avec cette terre et en avant. Voilà, et cet été, à titre expérimental pour une fois, je ne vais rien ajouter à mes plants de tomates. Pas d'engrais pour tomates, non rien. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous verrons ce qu'a valu ce fumier de poulet. Je suis curieux, mais en fait, je le sais déjà, des kilos de tomates. Je dis toujours 1 heure de travail, 15 minutes de repos. Et cette fois-ci, je l'ai bien mérité. J'espère que vous en avez retiré quelque chose une fois encore. Et à bientôt dans mon jardin.